Faut-il encore investir dans l'immobilier? Cette question, vous la posez tous. Eh bien, nous avons la réponse. La réponse avec Pascale Bossan. Merci beaucoup, Pascale, d'être venue. Vous êtes conseillère en gestion de patrimoine chez Bossan Conseil, et Cédric Genet. Avant, c'est Laure qui va nous planter le décor. Alors on l'a dit, on l'a redit, dans une logique patrimoniale, la première chose à faire, c'est de mettre un toit sur sa tête, après avoir rempli son livret A, un toit dont, si possible, on est propriétaire, pas locataire. Alors pour ceux qui veulent devenir propriétaires et qui ne payent pas tout en cash, petit point contexte, les conditions d'emprunt n'ont jamais été aussi favorables qu'aujourd'hui. Selon l'Observatoire Crédit Logement CSA, les taux d'intérêt de crédit immobilier ont atteint en mai un plus bas historique. On est en moyenne, toute durée confondue, à 2,97%. La baisse est continue depuis janvier 2012. Et alors pour ceux qui ont pas de projet immobilier mais qui ont déjà acheté, la baisse des taux, ça sert à quoi? Ça sert à renégocier son crédit. C'est le moment de le faire. Votre banque, elle a pas du tout obligation de renégocier son crédit avec vous, et c'est un calcul savant à faire. Alors ce calcul, merci beaucoup Laure, ce calcul savant, Pascal, vous pouvez nous en parler? Est-ce qu'aujourd'hui c'est le moment d'aller voir sa banque et de renégocier? Est-ce que c'est facile? Parce qu'on entend ça un peu partout, mais est-ce que... Alors, il y a deux indicateurs qui permettent assez faciles, qui permettent de savoir si on peut aller voir sa banque et qu'elle nous réponde favorablement. Le premier indicateur, c'est est-ce qu'il y a à peu près un point d'écart entre mon taux de prêt actuel et les taux de crédit actuels. Vous l'avez dit, les taux d'emprunt actuels sur 15 ans, par exemple, c'est moins de 3%, aux alentours de 2,85, de 2,90, absolument, hors assurance. Donc si mon taux d'emprunt il est supérieur d'un point, si j'ai du 4%, du 4,5%, il faut y aller. Il faut y aller. Et attention, deuxième indicateur, il faut être dans le premier tiers de la durée, ou la moitié, mais idéalement, c'est être dans le premier tiers, parce qu'à la fin, vous savez qu'on paye de moins en moins d'intérêts, donc ça vaut moins le coup. Ça vaut moins le coup. Voilà. Donc vous dites qu'il faut être dans le premier tiers, avoir au moins 1%. Maintenant la question c'est, est-ce que les banques acceptent de le faire ou est-ce qu'on peut se faire jeter dehors? Je crois qu'il faut non seulement aller voir sa banque, mais également aller voir la concurrence, parce que effectivement on peut avoir une fin de non-recevoir avec son banquier qui n'a pas spécialement intérêt à faire cette opération. C'est pas très rentable, donc il ne faut pas hésiter à aller voir la concurrence. Et du coup, si la concurrence a un meilleur taux, qu'est-ce que vous faites? Vous remboursez? Est-ce que ça a un coût, tout ça? Oui, alors effectivement, on peut avoir des pénalités de remboursement anticipé, donc ça, il faut faire attention. Mais il ne faut pas hésiter à discuter avec plusieurs banques. Donc la concurrence peut être une ou deux banques, pourquoi pas un courtier, et toujours revenir à sa banque qui peut-être s'alignera au final. Donc faire jouer la concurrence à plein. Cédric Genet, vous conseillez aujourd'hui à vos clients d'investir encore dans l'immobilier? Donc peut-être qu'il faut réfléchir à l'immobilier autrement. Et là, il y a d'autres opportunités qui s'ouvrent. On a parlé tout à l'heure de la pierre papier. La pierre papier est un élément qui peut donner un meilleur rendement. Alors Pascal Bossan, pour rester sur la pierre papier, j'ai souvenir, vous nous avez dit quand même que c'était quelque chose qu'il fallait faire plutôt dans le cadre de l'assurance vie parce qu'on avait une certaine liquidité. Est-ce que je me rappelle bien ou... Alors oui, ça peut être une très bonne idée de le faire dans le cadre de l'assurance vie, effectivement pour des questions de liquidité ou pour des questions de fiscalité. En revanche, le faire avec un emprunt en direct permet d'avoir en plus un effet de levier. Je rajoute... Attendez, un effet de levier, non, mais bon, ça me rappelle quand même des très mauvais souvenirs ce que vous dites. C'est-à-dire, on est sur quand même un immobilier qui est assez haut, des SCPI, enfin de la pierre papier qui est très bien valorisée. Vous conseillez aux gens aujourd'hui de s'endetter pour acheter quelque chose qui est relativement cher? Ça vous fait pas peur? Écoutez, quand on regarde les taux d'occupation, je crois qu'il faut être très sélectif pour les SCPI. Quand on regarde les SCPI qui sont bien gérés, on a des taux d'occupation qui frôlent les 94-95%, avec des niveaux de loyer, des niveaux de dividendes qui se maintiennent. Donc, ça vous fait pas peur? Comment on sélectionne de la bonne pierre papier? Il faut passer par vous ou est-ce que quelqu'un... Ça c'est sûr, ça c'est la meilleure solution. Évidemment, c'est la meilleure solution. J'étais sûr que vous alliez dire ça, c'est marrant. Je crois qu'il faut quand même regarder l'ancienneté de la SCPI. C'est vraiment un très très bon indicateur. Une SCPI par exemple qui existait dans les années 90, où on le sait, c'était une période difficile pour l'immobilier, c'est vraiment un... C'est-à-dire si elle a tenu le choc, vous dites... Elle Absolument. Ouais. Donc ça, pour le coup, c'est déjà un indicateur Et ça se trouve où? On trouve où la SCPI, Cédric Genet, qui est là depuis 1990 ou avant? Ça se trouve partout. Non, mais pour s'enseigner, on va sur Internet, on tape on SCPI. peut se renseigner sur Internet, on peut poser la question à son intermédiaire financier habituel. Pascal, vous nous dites quand même, il faut encore investir dans l'immobilier. 2, il faut choisir son support. Donc vous dites la pierre papier quand même beaucoup. Je vous entends parler beaucoup de pierre papier. Vous conseillez aussi l'immobilier locatif, éventuellement avec incitation fiscale ou pas? Alors,
pourquoi pas en location meublée. Pour moi, la plus grande niche fiscale, si on peut appeler ça comme ça, qui reste intéressante aujourd'hui, c'est la location meublée. En 2 mots, comment ça marche? Lorsqu'on achète un bien en meublé et lorsqu'on fait une comptabilité au réel, on peut amortir le bien qui vient venir en déduction en plus de toutes les charges et de tous les intérêts d'emprunt. Donc fiscalement, c'est extrêmement compétitif. Donc ça, et c'est dur à gérer ça, enfin, si on passe pas par des gens comme vous, est-ce que quelqu'un tout seul dans son coin? Là, pour le coup, on peut tout à fait se faire accompagner d'une agence, c'est vraiment pas... Et ça rapporte de l'argent, on a du rendement avec ça. On a quand même l'impression, on disait tout à l'heure qu'avec le prix d'acquisition, Cédric Genet disait quand même avec les prix d'acquisition et des loyers, on avait quand même des rendements qui n'étaient pas très satisfaisants. On a plus de rendement aujourd'hui dans l'immobilier professionnel, c'est-à-dire les boutiques, les murs de magasins ou les bureaux que l'habitation. Mais ça, pour un particulier, c'est compliqué, sauf s'il va dans une... forme de part. Sauf sous forme de part de SCPI. Est-ce qu'il y a d'autres choses, il y a un autre tuyau sur l'immobilier que vous voudriez donner aux gens qui nous écoutent? Je crois qu'on peut dire quand même que l'immobilier, c'est pas sur du court terme. Et pour éviter... C'est ça le message le plus important quand même. Pour éviter d'avoir peut-être une déception à court terme, je crois qu'il faut vraiment viser une durée relativement longue de détention. C'est quoi le long? C'est 15 ans. 15 ans, peut-être pas 30 ans, mais 15 ans. Ça fait plus qu'une assurance vie. 10-15 ans, c'est un minimum aujourd'hui d'investissement dans l'immobilier. Pascal Bossan, on y va. J'ai une question pour vous. Je m'interroge sur la pertinence d'ouvrir aujourd'hui un nouveau contrat d'assurance vie, sachant que nous nous dirigeons certainement vers une bulle obligataire. Qu'est-ce que vous nous dites, Pascal? En assurance vie, on n'est pas obligé d'investir sur des obligations. Le grand avantage de l'assurance vie est d'être une enveloppe extrêmement ouverte, extrêmement souple. Donc on peut tout à fait Donc vous lui dites, investir, allez-y, mais n'allez pas sur des fonds en euros. Vous n'allez pas sur de l'obligataire, parce que c'est ça qui fait peur. C'est tout à fait possible, oui. Bah, c'est clair, au moins je me rends compte que j'ai oublié, j'ai oublié des déductions sur ma déclaration de revenus. Est-il possible de corriger ma déclaration? Ah, il est très très mal celui-là. Non, il est mal, Pascal, ou pas? Oh, ça arrive, hein, il n'est pas le seul. Ouais. Oui, c'est tout à fait possible de corriger. On a 3 ans pour le faire. Hein, donc si on retrouve un don, une déduction qu'on a oubliée l'année suivante... Par exemple, Claude Guéant peut remettre ses ventes de tableaux. Voilà. Alors, quelle est la procédure? Non, ça vous a pas fait rire. Quelle est la procédure? En fait, il faut faire un petit courrier aux impôts en disant, voilà, je me rends compte que j'ai oublié telle déduction, et donc dans tel cas, j'aurais dû mettre non pas tel montant, mais tel autre montant. Et voilà. Et donc, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et puis derrière, on a un petit contrôle, et puis tout se passe bien. Non, ça n'implique pas les contrôles. Faut-il profiter de l'opportunité qui nous est donnée de sortir de l'argent placé en épargne entreprise? Ça, c'est pour Cédric. Donc ça, c'est ce que vient d'annoncer le gouvernement. Le gouvernement, à partir du 1er juillet jusqu'au 31 décembre, on a l'opportunité pour tous ceux qui bénéficient d'un plan épargne entreprise de sortir jusqu'à 20 000 €. Faut-il en profiter? Oui, non. Si vous avez un projet et que vous envisagiez de financer ce projet avec vos économies qui sont sur votre livret A, faut le faire. Non, prenez l'argent qui est sur votre livret A, il vous rapporte plus grand-chose. De l'autre côté, vous avez un plan d'épargne entreprise. S'il est bien géré et que vous avez de bons supports de placement, il pourra avoir un meilleur rendement. Et surtout, la fiscalité sur le plan d'épargne entreprise, on l'oublie, mais elle est nulle, à part les prélèvements sociaux. C'est le seul, avec le PEA aujourd'hui qui bénéficie de ça. Donc tombez pas dans le piège que vous tend le gouvernement. Sauf si vraiment vous avez un projet coûteux et que vous avez besoin d'argent, profitez-en, mais sinon... Sinon. Bon, bah, c'est clair au moins. Le rendement de mes SCPI ne risque-t-il pas de baisser en raison du mauvais contexte économique? Pascal? Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Et d'ailleurs, on vous la pose. Les gestionnaires de SCPI sont beaucoup plus vigilants qu'avant. Ils doivent mettre beaucoup plus de moyens pour recouvrer les loyers en temps et en heure qu'avant. Ouais. Ils vous le disent, ça? Ah, tout à fait. En Assemblée Générale, j'étais à l'Assemblée Générale d'une SCPI la semaine dernière. Ça a été le discours. Donc, vraiment, c'est pas une langue de bois. C'est vraiment une réalité qui transparaît dans leur gestion au quotidien. Alors, après, ils se donnent beaucoup de mal pour trouver encore des biens avec des rentabilités intéressantes pour leurs associés. Et ils essaient maintenant d'emprunter un peu. Certaines SCPI empruntent un petit peu pour compenser un peu la baisse des rendements, pour faire un petit peu d'effet de levier dans Oh là là, qu'est-ce que ça me fait peur SCPI. quand j'entends tout ça, les effets de levier, les rendements, pour compenser un rendement. Bon, si ça vous fait pas peur, moi je suis rassuré. Enfin, toujours est-il qu'il faut être sélectif dans les SCPI. Ça, je crois que c'est important. Comme dans tout. J'envisage de prêter de l'argent à mon fils pour qu'il puisse s'acheter sa résidence principale. Il est sympa, lui. Suis-je obligé de passer par un notaire? Alors non, on n'est pas obligé de passer par un notaire. En revanche, il est vivement recommandé de déclarer ce prêt aux impôts pour qu'on ne risque pas d'être qualifié en donation déguisée, par exemple. Donc il y a un formulaire tout simple à compléter, il s'appelle le 2062. Ça se dépose avant le 15 février de l'année suivant le prêt et ça coûte 125 € d'enregistrement.
Ouais. Et en termes de taux, qu'est-ce qu'on pratique quand on prête de l'argent à son fils? Alors, Est-ce qu'il y a une règle? il n'y a pas de règle. En général, on essaie d'être Qu'est-ce qui fait sympa. qu'on déguise pas et qu'on dise pas ce que vous disiez tout à l'heure? Finalement, on prête de l'argent, mais on prête à 0 et donc c'est un don déguisé. Alors, on peut choisir des taux d'intérêt très faibles. On peut par exemple choisir de ne pas avoir de taux d'intérêt du tout les 3-4 premières années et puis ensuite d'avoir un petit taux d'intérêt, par exemple 0,5% par an ou 1% par an. Mais il faut qu'à un moment, ça soit remboursé. Oui. Pour que ça ne soit pas un don déguisé, c'est ça? Exactement. J'ai Sinon, compris. c'est réintégré dans la succession, en cas de succession. Eh bien, Pascal Bossan, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes conseiller en gestion de patrimoine chez Bossan Conseil. Cédric Genet, merci beaucoup. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine.